vous êtes directrice générale d'LNG. Je vais appeler également Olivier Heurtin, donc président de Dunkerque GNL. Donc voilà, merci à vous. Vous pouvez vous asseoir là-bas. Donc deux grands acteurs des terminaux méthaniers. En parlant de terminaux et d'import de GNL, je vais appeler également Jean-Noël Ménard, donc adjoint au directeur GNL de Total Energy, également président de la commission GNL à l'AFG, avec qui on pourra parler entre autres du terminal du Havre. Et côté client, Fabrice Noiland, vous êtes directeur marché et transformation chez EDF. Donc on pourra parler avec vous. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir là. On pourra parler avec vous des imports en particulier des États-Unis, puisque vous êtes vous plutôt côté fournisseur. Alors Nelly, je propose de commencer par vous, mais on aura aussi un ping-pong avec vous, Olivier, puisque vous êtes voilà, c'est parti. Ce sera pas trop sportif, j'espère, mais puisque vous êtes sur le même créneau. Alors Nelly, ça a été une année exceptionnelle. On a une grande croissance des imports de GNL cette année en Europe. Il y a encore quelques années, on se posait la question de savoir si ces terminaux méthaniers étaient vraiment utiles. Hein. C'est un petit peu la question des assurances dont on se sert pas. Alors, par contre, maintenant, vous êtes à plus de 100% d'utilisation des capacités de vos terminaux. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé, comment est-ce que vous avez pu augmenter l'accueil de GNL dans vos terminaux et qu'est-ce que ça a pu impliquer en termes de maintenance et autres. Je vous poserai la même question à vous, Olivier, donc pour le terminal de Dunkerque qui est un petit peu plus récent. Donc, c'est peut-être d'autres problématiques. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc LNG en deux mots, c'est 3 terminaux méthaniers en France, un à Montoire de Bretagne et 2 à Fos-sur-Mer, Fos-Tonquin, Fos-Cavaou. C'est de l'ordre de 270 TWh de capacité d'importation de gaz naturel liquéfié sur le territoire français. Donc ce qui représente, vous avez en tête, plus de la moitié de la consommation française de gaz. Et sachant que juste pour donner un chiffre, cette année, on a prévu d'importer d'ici fin d'année en projection 232 TWh de gaz. Donc ce qui couvrira quasiment la moitié de la consommation française. Donc une année effectivement exceptionnelle. On a augmenté globalement notre activité alors de l'ordre de 70% en fait par rapport à l'année dernière. Bon, c'est un chiffre en nombre de navires. Donc ça représente quasiment 330 navires qui seront rentrés dans nos terminaux. C'est pour avoir un ordre d'idée, un navire tous les 2 à 3 jours sur les 3 terminaux. Donc une activité extrêmement soutenue en 3/8 évidemment, donc qui laisse peu de latitude effectivement et peu de souplesse. Je rebondis sur un mot qui a été dit tout de suite dans ton introduction, Nicolas, c'est l'assurance. Voilà, c'était effectivement potentiellement un produit d'assurance. On était content de l'avoir parce qu'il y avait cette capacité d'augmenter, d'utiliser cette flexibilité. Aujourd'hui, on voit que ça joue son rôle à plein, ce rôle d'assurance. Par contre, maintenant, on est au max. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'assurance. On l'utilise au maximum. Donc, clairement, pour moi, ça pose une question sur le dimensionnement. Donc, on aura effectivement un petit complément avec ce projet de FSRU au Havre, qui est un premier élément de réponse, mais je pense que ça pose très clairement la question du dimensionnement des terminaux méthaniers. Moi, le message principal que je veux donner aujourd'hui, c'est qu'il faut être fier de cette industrie. Je pense que la France est très contente d'avoir les terminaux méthaniers aujourd'hui. On voit que ça lui permet quand même d'économiser de l'ordre de 5 milliards d'euros comparativement à des marchés voisins qui, eux, n'avaient pas ces infrastructures. Donc, la France a fait des bons choix par le passé. La question, c'est comment elle se projette sur l'avenir. Donc, on aura un second temps, sans doute, sur l'avenir des terminaux, l'avenir du gaz dans le mix énergétique de demain. Et je pense que c'est l'enjeu principal. C'est effectivement de travailler sur l'avenir. Et ce travail, il est maintenant. Le court terme reste, on va gérer du court terme, mais c'est pas la question de fond. En 2 mots, en complément par rapport à la question que vous avez posée, des challenges pour arriver effectivement à maintenir nos infrastructures avec des terminaux qui fonctionnent à plein.
Donc ça, c'est un vrai challenge et on travaille main dans la main aussi avec nos clients pour essayer d'impacter au minimum, on va dire, l'arrivée des bateaux, tout en assurant évidemment les conditions de sécurité nécessaires dans nos terminaux. Et on a fait un gros travail depuis le début de l'année pour répondre à cette demande très forte. Donc on a réussi à augmenter très significativement nos capacités par des opérations techniques d'optimisation sans coût d'investissement important. On a réussi à augmenter la capacité de Foz Cavao de 20%, ce qui est quand même très important, hein. Ça représente 17 TWh complémentaires qui ont été mis en vente, qui ont été vendus immédiatement et par des opérations techniques, alors de débridage de pompes, de travail avec l'administration pour améliorer voilà les conditions de rejet d'eau dans la mer, etc. Donc je pense qu'on a vraiment fait un maximum. Donc là, mon message final, c'est vraiment on est au max. Voilà. Merci. Et justement sur Foz Cavao, vous pourrez retrouver une belle photo, je trouvais là-haut dans la salle de cocktail. Alors de votre côté, Olivier Hortin, sur Dunkerque GNL, qui est un terminal un petit peu plus récent, où toutes les capacités n'étaient pas forcément vendues au moment de sa mise en service. Comment ça s'est passé sur justement la vente de ces capacités et peut-être l'augmentation de la capacité d'un port en un temps très contraint et sur un terminal qui était un petit peu neuf? Oui, tout à fait. Bon, déjà Nelly a tout dit, donc je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Absolument. Le terminal de Dunkerque, c'est le dernier construit en France, c'est le plus grand, c'est le plus récent aussi. Il démarre en 2017. Et effectivement, jusqu'à l'année dernière, on était à peu près à 30-40% d'utilisation. Et là, depuis janvier, 100%, peut-être un peu plus. Donc, pour donner quelques chiffres, nous, ça sera un bateau toutes les 51 heures exactement. On fait 51 heures depuis le début, c'est contractuel, c'est ce qu'on arrive à faire à peu près avec nos contraintes météo. On va faire 140 bateaux cette année, 140 TWh, soit 20% de la France et de la Belgique. Le terminal de Dunkerque a ceci de particulier qu'il est connecté à deux marchés, il est connecté à la France, il est connecté à la Belgique. Et dans tout la réorganisation des flux qui se produit en Europe, c'est un atout sur lequel je vais revenir. Oui, alors effectivement, c'est un terminal de 13 milliards de mètres cubes, dont seulement 9 milliards étaient contractés à long terme, à deux clients qui sont dans cette table ronde. Cette année, nous sommes allés au maximum, d'abord parce que nos clients ont pris plus que la capacité qui était prévue, donc ils avaient la priorité sur cette capacité, et ce qui est resté, on l'a vendu en spot. Quasiment en tout début d'année, hein, dès janvier, c'était déjà vendu. Et puis les 3 milliards de mètres cubes qu'il restait, on les met sur le marché régulièrement, et là on les a vendus cette année. Alors la particularité, c'est que les clients ont pris cette capacité sur 4 ans. On a eu un retour du marché qui était beaucoup d'intérêt bien sûr pour des capacités en Europe et en France, mais pas tellement long terme, sur le moyen terme. Il y a quand même des inquiétudes à moyen terme à long terme sur le gaz. Voilà. Un petit mot aussi sur comment est-ce qu'on fait pour passer à 100%. C'était pas. Oui, comment est-ce qu'on débride les capacités? Et alors, justement sur cette question du 100%, et vous pourrez peut-être répondre aussi, Nelly. Comment ça se passe la maintenance quand on a un terminal qui fonctionne en 3/8 à 100% de ses capacités? Ça, c'est un problème parce qu'il n'y a plus une seule minute pour faire de la maintenance. Donc d'abord c'est passé par beaucoup de coordination entre tous les opérateurs d'infrastructure. Donc entre terminaux, on s'est beaucoup parlé déjà pour pas faire nos maintenances en même temps, pour étaler ça, et pas uniquement avec les terminaux d'LNG, mais également Zeebrugge et les pays d'à côté, avec GRT Gaz. Tout ça était bien coordonné. Après, on s'est coordonné avec nos clients pour optimiser à fond le planning, hein. Chaque minute a été utilisée. Et puis après, en interne, on a réorganisé toutes nos équipes de maintenance. Dunkerque avait une particularité, c'est que comme il est récent et il a démarré en 2017, toutes les périodes de maintenance des pompes arrivaient toutes en même temps. Donc là, on est en train de tout réétaler dans l'année. On a acheté énormément de matériel en plus, et ça, on le fait dès maintenant parce que le temps pour acheter du matériel devient très très long. C'est plus d'1 an pour acheter des pompes, donc on achète beaucoup plus de matériel, de gros équipements pour les avoir disponibles. Nelly, peut-être un mot de complément sur la maintenance?
Alors, je rejoins effectivement ce que disait Olivier. Ce travail effectivement de puzzle, un petit peu qu'on a, c'est quand même un élément clé en ce moment. Donc beaucoup de coordination, d'essayer de tous faire en sorte qu'on ait aussi, par exemple, entre le transport et la partie terminaux, des opérations qui se fassent en même temps pour limiter l'impact sur la partie déchargement. Nous, on a regroupé en fait des grosses opérations de maintenance du coup sur des fenêtres de tir très courtes. Ça a été un choix, donc avec énormément de coactivité dans ces moments-là sur des actions de maintenance qui nécessitaient d'arrêter en fait les terminaux, parce qu'il y a quand même aussi un certain nombre d'opérations de maintenance qui se font sans impacter le programme commercial. On a quand même une certaine latitude, une certaine souplesse, et heureusement. Mais par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait une semaine d'arrêt sur Montoire, il y a eu plus de 400 ordres de travail, il y a eu de l'ordre de 70 entreprises différentes qui ont alterné, donc beaucoup aussi de prestataires extérieurs, et l'ensemble du personnel qui a été mobilisé nuit et jour en fait pour faire ces activités de maintenance. Donc voilà, c'est beaucoup de préparation en fait de notre part, mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie du métier et sur lequel voilà, tout le monde est extrêmement mobilisé pour encore une fois réduire au maximum. Après, ça c'est un sujet de maintenance. Voilà, c'est évidemment si jamais il y avait des équipements qui sont extrêmement sollicités, qui avaient voilà des défaillances ponctuelles, ce qui peut arriver, ça nous obligerait à avoir des réponses très rapides et extrêmement réactives et de se coordonner effectivement avec nos collègues finalement. Enfin, je pense que plus que concurrents. Aujourd'hui, voilà, on a clairement un intérêt commun à faire en sorte que ça fonctionne bien, et notamment pour arriver à justifier que les terminaux méthaniers ont une place à l'avenir, ce qui n'est pas forcément complètement encore gagné. Merci. En fait, quand je vous entends parler tous les deux, vous me dites bon bah on est complètement plein, on fonctionne à fond, un navire toutes les 50 heures. J'imagine que les navires font un petit peu la queue aussi, alors que nous, on pensait naïvement que maintenant que les stockages étaient pleins, peut-être qu'on allait avoir un petit creux sur les importations de GNL. Peut-être qu'on allait passer en soudage un peu plus ralenti sur du small scale GNL. Alors, est-ce que c'est vrai et, comment vous le vivez? Comment est-ce que vous le voyez dans les prochains mois? Bon, là, ça n'a pas ralenti. Je crois que le ralentissement, c'était un bateau de moins en septembre par rapport à ce qu'on avait prévu. Non, l'hiver a commencé, il fait froid, il n'y a aucun ralentissement. Et là, je pense qu'il n'y aura aucun ralentissement pour l'année prochaine et voire l'année d'après. Donc ça, c'est clair. Non, effectivement, il y a une question sur l'avenir à long terme du GNL, et c'est maintenant que ça se joue. Donc nous, on a fait toutes les optimisations comme Nelly, comme LNG pour augmenter un petit peu la capacité. Donc énormément d'optimisation opérationnelle. Effectivement, les mêmes ordres de grandeur, on a augmenté de 5-10% la capacité. Dunkerque, c'est le seul terminal, enfin c'est un terminal où il y a encore de la place, donc on a des capacités d'extension. Donc à plus long terme, on regarde si on pouvait construire une jetée supplémentaire, si on pourrait construire de la capacité supplémentaire. Donc ça, on a cette capacité. Mais on n'a pas une demande dingue du marché pour ça pour l'instant. On sent que le marché est relativement prudent. En Europe, je sais pas, Vincent, si tu as prévu d'en dire un mot, ou Jean-Noël, mais les Allemands, par exemple, ont prévu d'arrêter. Ils ont sorti le LNG Acceleration Act en début d'année pour faciliter l'installation de FSRU, mais en contrepartie, ils doivent arrêter complètement et sortir du fossile en 2043, je crois. Donc ça crée une certaine prudence dans le marché, et les gens, on le voit chez nous, quand on a interrogé le marché pour prendre cette capacité additionnelle, le contrat a été pris uniquement sur 4 ans. Après, sur plus longtemps, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Tu as parlé du soudage. Oui, soudage ralenti, mais j'ai l'impression que c'est un autre sujet. Alors nous, on est très motivés, on travaille avec le port de Dunkerque pour que Dunkerque, je crois que Vincent tout à l'heure ou quelqu'un ou Thierry a mentionné les postes les places de soudage à Marseille, à Rotterdam, Singapour. On pense que c'est un marché en très fort développement, et il y a de la place pour une deuxième place de soudage dans la Manche, et on a bien l'intention que ça soit à Dunkerque. Mais pour l'instant, c'est un petit peu ralenti du fait des prix, du fait de plein de choses.
Merci. Et de votre côté, Nelly, ce que vous disiez également lors des préparations, c'est que vous n'êtes toujours pas sur du small scale GNL, d'autant plus que il y a une demande hors de France pour des imports de GNL. Alors, si je peux me la refaire. En gros, il n'y a pas que les stockages français. Enfin, il y a d'autres clients qui sont demandeurs de GNL ailleurs en Europe. Alors, oui, sur l'activité small scale, je pense que c'est un élément important où ce qu'on a dit, c'est que le gaz actuel, méthane, GNL, est clairement une énergie de transition. Donc, on va l'aborder plus spécifiquement sur la partie notamment transport maritime, ce qui est est vraiment quelque chose qui est en croissance et sur lequel on essaie d'accompagner le marché et tous les armateurs, on va dire, et la partie small scale plutôt camion. Et puis aujourd'hui, on travaille aussi sur des sujets trains d'ailleurs, pour pouvoir emmener le GNL de Marseille jusqu'en Allemagne, très clairement. Donc il y a une demande qui est importante. Ça permet d'aller sur des marchés type l'Italie où les prix ne sont pas les mêmes que les prix du PEG. Donc on sent qu'il y a des possibilités, des opportunités importantes. Néanmoins, on a évidemment sur la partie transport routier identifié qu'il y avait un ralentissement, puisqu'il y avait la capacité de se retourner sur le fioul lourd. Et d'ailleurs, il y a des sujets de réglementation qui sont extrêmement importants, qu'il faut que nous arrivions collectivement au niveau du gaz à pousser, et on le fait pas suffisamment. Donc, on est trop timide, ça c'est mon deuxième message, pour essayer de faire en sorte que le gaz, effectivement, ait toute sa place dans le mix énergétique de demain, parce que il fait partie de la trajectoire de la décarbonation. Et on a les arguments, mais on n'est pas suffisamment convaincant aujourd'hui pour que tout le monde assume cette position-là. Et du coup, juste mon autre message, c'était vraiment cette préparation de l'avenir. À mon sens, c'est maintenant qu'elle se fait parce qu'on sait qu'on est sur des industries de long terme, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, que redimensionner un terminal, c'est plusieurs années. Qu'aujourd'hui, on voit bien que le marché allemand, par exemple, qui dit « Ah bah tiens, d'un seul coup, je voudrais avoir beaucoup de capacité GNL », ils essaient d'être sur des solutions très court terme, type plug and play, mais on sait bien que les enjeux, ils se font pas juste sur des contrats de 2 ans, 3 ans, et puis hop, je change d'énergie. Donc, nous, on a commencé à bouger pas mal. Je sais que Dunkerque bouge pas mal aussi sur les sujets. Là, je pense qu'il y a un effort collectif et groupé à faire sur tout ce qui est bio-GNL. Il y a un vrai sujet. Et on a un projet dans le sud, le projet Métamorphose, où on voudrait avoir une solution du coup physique de retraitement de déchets, production de biogaz, traitement du biogaz, et ensuite liquéfaction pour directement devenir un carburant maritime, pour qu'il y ait vraiment une chaîne physique. Il y a les certificats d'origine, il y a les méthanes de synthèse. Donc ça, c'est toutes des choses où nos infrastructures sont directement opérationnelles pour pouvoir développer ces activités. Et puis, il y a tous ces sujets d'ammoniac, d'hydrogène, les chaînes CO2. Voilà, donc, à mon sens, il faut qu'on arrive à être suffisamment persuasif et convaincant pour montrer que les terminaux méthaniers, ils ont un rôle et un positionnement géographique extrêmement utile. Cette valeur assurantielle qu'on voit aujourd'hui, elle peut jouer un rôle demain, y compris géopolitiquement. Donc, c'est là-dessus où il faut qu'on réfléchisse à comment on arrive à convaincre et du coup d'investir tout de suite pour avoir des résultats dans 5 ans, 10 ans et puis 25 ans, voilà, de façon décarbonée. Alors, ce que vous notez, c'est effectivement la tension entre la sécurité d'approvisionnement et la décarbonation à terme. On en parlera dans une deuxième partie de cette table ronde et dans la table ronde d'après. Alors, Olivier, si vous voulez ajouter un petit point rapidement, ensuite on passera la parole sur les FSRU et les infrastructures. Je souscris dans la transition énergétique, on est un peu timide sur ce rôle du gaz, ça c'est important. Et le deuxième pilier, c'est la sécurité d'approvisionnement européen. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment pris conscience en France que les flux étaient passés de est-ouest vers l'ouest-est et que la France est devenue un point d'approvisionnement d'Europe. Ça s'est jamais produit. Et c'est en fait, bon, c'est une crise terrible, mais c'est aussi une opportunité énorme. Et on n'est pas tout à fait en ordre de bataille pour prendre cette opportunité pour fournir l'Europe en gaz. Moi, je prends un exemple. Hein, on est connecté, le terminal est connecté à la Belgique par un tuyau, par une canalisation qui est en plus du gaz non odorisé, donc c'est du gaz facile à envoyer vers l'est de l'Europe. Ben voilà, il faut l'agrandir. Et il faut augmenter nos capacités. Hein. Moi, je milite tous les jours pour ça. C'est une vraie opportunité pour la France et pour tous les acteurs qui sont dans cette salle. Merci. Sur la décarbonation, je voudrais ajouter que si on se place à horizon 2050, il y a la moitié de notre mix énergétique
qui n'est pas de l'électricité, donc ça doit être autre chose. Et là-dedans, le gaz a évidemment une place, que ce soit le biométhane agricole, le biométhane non agricole, méthane de synthèse, du gaz naturel avec captage dont tu avais parlé, Thierry, en introduction. Voilà, il y a tout un mix de solutions et bien évidemment, on verra les terminaux de GNL en tant que hub multiservice avec des services de décarbonation et peut-être différentes molécules. On y repasse juste après. Je voulais passer donc à vous, Vincent Desmory et Jean-Noël Ménard, pour parler des infrastructures en Europe. Alors on est passé un petit peu vite sur votre slide, Vincent, sur les nouvelles infrastructures de gaz en Europe. Et ce qui était frappant sur votre slide, c'est qu'il y en a une grande partie. Ça va être des FSRU parce que ça se met en service assez rapidement, et là on a nos terminaux fixes, ils disent nous on est plein, donc c'est peut-être une solution de court terme. Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot là-dessus, tout ce que vous n'avez pas pu dire sur ce slide juste avant, et Jean-Noël Ménard, on vous passera la parole juste après pour parler plus spécifiquement du FSRU du Havre. Effectivement, la quasi-totalité des nouvelles capacités en construction, donc de l'ordre de 40 millions de tonnes à l'horizon fin 2023 en Europe, sont des terminaux flottants, soit des solutions FSRU plus FSU. On en voit en Italie, on en a vu aux Pays-Bas, on va en voir en Finlande, il y a Chypre, il y a le projet du Havre. Donc il y a un tas de projets en développement actuellement, et évidemment les projets allemands, qui sont, en tout cas à court, moyen terme, qui seront des projets flottants. C'est pas une tendance nouvelle. Les FSRU sont apparus au milieu des années 2010. Ces solutions flottantes, donc des bateaux qui permettent de regazéifier, ont été mis en place en particulier dans les pays émergents, des pays qui n'avaient pas forcément de contrat long terme, ou qui n'avaient pas forcément de demande de gaz assise, on va dire, et donc qui avaient besoin d'une solution d'un point pour approvisionner leur marché. Donc c'est une solution qui marche bien, qui peut être mise en place assez rapidement. On avait en tête qu'il fallait à peu près 18 mois pour mettre en place un FSRU, et on s'est aperçu avec le cas des Pays-Bas qu'en 6 mois, on pouvait avoir une solution qui fonctionne, avec même un pipeline de plusieurs kilomètres connecté au marché. Donc ce sont des solutions qui marchent et qui ont l'avantage de pouvoir être flexibles, puisque les FSRU peuvent être repositionnés ailleurs si la demande n'est plus là à un moment, ou si on décide de construire un terminal onshore qui va être peut-être un peu plus cher au niveau CAPEX, mais qui va avoir des OPEX souvent inférieurs à ceux des FSRU. Les FSRU ont aussi un inconvénient, qui est que la capacité de stockage est relativement limitée, puisque vous allez avoir un bateau qui va faire, pour un FSRU conventionnel, 170 000 m3 de stockage. Donc si vous voulez décharger un Qmax ou un Qflex, parmi les plus gros méthaniers, ça marche pas. Ou alors il faut adjoindre un stockage flottant à FSU, mais c'est aussi une solution possible d'avoir un FSU à côté. Il y a aujourd'hui plus de 200 bateaux qui sont des bateaux donc à turbine à vapeur, des méthaniers, ce qu'on appelle des steam turbines, qui sont vieillissants et qui vont pouvoir être reconvertis en FSU ou en FSRU. Donc il y a aussi une opportunité de ce côté-là qui peut être saisie par le marché, qui peut être plus intéressante dans certains cas que de construire un nouveau FSRU, dans la mesure où en plus les chantiers navals aujourd'hui sont au taquet, et où il y a très peu de place pour construire ces nouveaux terminaux flottants. Merci. Alors en parlant de terminaux flottants, comment ne pas parler du terminal flottant du Havre? Donc Jean-Noël Ménard, si vous pouvez nous raconter la genèse de ce projet, où est-ce que vous en êtes, quand est-ce qu'on pourra voir les premières capacités sur le marché? Merci Nicolas, bonjour à tous. Peut-être juste avant de commencer, je voulais juste dire 2 ou 3 mots de Total Energy et LGNL. Total a changé son nom il y a en 2021 pour devenir Total Energy, et l'ambition c'est de devenir un électricien, une majorité de production d'électricité à long terme. Voilà, et on est convaincu que le gaz et le GNL font partie de la transition énergétique. Et depuis 3 ou 4 ans, Total Energy a décidé d'accélérer dans le GNL. Voilà. Aujourd'hui, on gère à peu près un portefeuille au total de 40 millions de tonnes. C'est à peu près 10% du marché mondial, qui fait un petit peu moins de 400 millions de tonnes, comme l'a montré Vincent tout à l'heure.
Et une autre considération aussi sur la situation qu'on vit. Les 140 gigamètres cubes, milliards de mètres cubes par an de pipe gaz russe, qui vont peut-être s'arrêter, ils sont pas complètement arrêtés, mais ils vont peut-être s'arrêter un de ces jours, c'est 100 millions de tonnes. C'est l'équivalent de 100 millions de tonnes de GNL. Donc 25% du marché du GNL. C'est pour vous donner un peu, illustrer l'étendue, la taille du choc de demande que représente la rupture ou l'arrêt des approvisionnements russes en Europe. Bien sûr, il y aura des redéploiements. Dans toute l'Europe, hein, effectivement. Il y aura des redéploiements, bien sûr, vers l'Asie et des rééquilibrages. Mais à court terme, c'est pour vous montrer la taille du choc. Et pourtant, nos stockages sont pleins. Tout ça grâce au GNL. Ça a été illustré par Thierry, par Vincent. Mais sur les 10 pays européens de l'Ouest, il a manqué depuis le début de l'année à peu près 65 gigamètres cubes de pipe gaz. Et il se trouve que l'augmentation de l'importation de GNL, c'était à peu près 55 gigamètres cubes sur les trois premiers trimestres de cette année. Voilà, donc le GNL, par sa flexibilité de destination et par la disponibilité de volume, a permis de gérer cette crise. Si elle était arrivée dans les années 70 ou les années 80, une rupture des approvisionnements russes, on serait certainement avec des stockages à un niveau beaucoup plus bas. Voilà. Après, Le Havre. Donc, l'histoire, la genèse, hein, c'est assez simple. Hein. En février-mars, lorsque le spectre de l'arrêt des livraisons russes s'est présenté, il y a eu des discussions entre divers acteurs, l'État, Total Energy, GRT Gaz, pour voir s'il y avait un moyen d'implanter un nouveau point d'importation de GNL sur les côtes françaises. Et basé sur un terminal flottant, parce que Total Energy, dans sa flotte, a 2 FSRU qui pouvaient être rendus disponibles assez rapidement. Et donc, on a fait un screen assez rapide avec GRT Gaz des possibilités d'implantation en France, et le port du Havre s'est imposé très rapidement comme le site idéal pour diverses raisons. Parce qu'il y a une bonne connexion avec le réseau de gaz existant. Hein. Le Havre a été le premier terminal d'importation de GNL en Europe continentale. On a démarré en 1965 et ça s'est arrêté en 1989, mais il y a déjà le réseau. Il y a un port, bien sûr, avec des infrastructures, des ressources, une capacité à recevoir des grands bateaux. Et au sein de ce port, on a trouvé assez rapidement un site sur lequel installer le FSRU, avec une connexion à réaliser au réseau de transport d'environ 3 km. Voilà, donc en termes de quelques chiffres, donc le FSRU qu'il est prévu d'installer au Havre, c'est un FSRU qui s'appelle le Kepan, qui est actuellement en Chine, mais qui va revenir en Europe au début de 2023 et qui sera disponible donc dès l'été pour démarrer, on l'espère, en septembre 2023. Il a une capacité de 5 milliards de mètres cubes. 5 milliards de mètres cubes, c'est à peu près 10% de la consommation annuelle française. Voilà, donc on travaille main dans la main avec GRT Gaz, avec le port du Havre et avec bien sûr les autorités pour essayer de mettre nouveau terminal, nouveau point d'importation en service avant l'hiver 23-24. Voilà. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de projet record en termes de vitesse d'installation, certes, mais les Hollandais ont fait en 6 mois. Et donc, nous, chez Total Energy, on parle pas de projet. On est interdit de parler de projet très rapide parce que les collègues nord-européens ont fait mieux que nous. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Effectivement, c'est un peu plus que 6 mois, mais il y a effectivement des réglementations qui ont joué. Il y a une loi d'accélération, mais qui n'autorise que pour 5 ans, a priori, ce terminal du Havre. Donc, ce qui rejoint la question du long terme que vous posiez, en fait. Hein, c'est quel est le besoin à plus long terme. Mais donc, ce bateau, techniquement, il sera là pour en théorie 5 ans, mais il pourrait durer plus longtemps si
à la fois, je dirais, à la fois si le besoin s'en fait sentir, mais à la fois si on se dit que il a un rôle assurantiel qui fait que même s'il n'est pas utilisé à pleine puissance, même s'il apparaît pas indispensable à l'instant T, on va peut-être le garder. Ouais, le législateur a décidé que ce serait pour 5 ans à partir de son démarrage commercial. Donc pour l'instant, nous, l'hypothèse, c'est que c'est jusqu'à septembre 2028. Voilà, après on verra. Il y aura peut-être des renforcements à Dunkerque chez LNG qui feront que le terminal du Havre, enfin, flottant du Havre, sera moins nécessaire. Et puis peut-être aussi, on ne sait jamais, hein, ce qui va se passer avec la Russie à moyen terme. On ne peut pas exclure complètement qu'un jour les flux russes reviennent vers l'Europe de l'Ouest. Effectivement. Et alors pour parler plus de Total au sens large, puisque vous êtes aussi producteur de gaz et producteur de GNL. Total Énergie, pardon. Avec un S. Vous avez aussi des projets de liquéfaction dans le monde, justement pour augmenter l'offre face à une demande qui est extrêmement contrainte, hein, comme tout le monde l'a présenté, et vous, Vincent, en particulier. D'autant plus que là, si l'Asie a pu réduire ses flux, c'est qu'on a une stratégie zéro Covid en Chine qui contraint un petit peu la demande, mais qui ne pourrait pas durer éternellement. Donc, vous, Total Energy, avec un S, vous avez aussi des projets de liquéfaction ailleurs dans le monde, justement, pour pouvoir augmenter cette offre. Oui, donc on a une présence intégrée sur l'ensemble de la chaîne GNL, hein, de la production de gaz, la liquéfaction, le transport, et puis des capacités de regasification. Hein. On a 18 millions de tonnes de capacités de regasification en Europe. On est les premiers détenteurs de capacités en Europe. En France, on a aussi une bonne partie de la capacité. Côté, oui, et avec une ambition de continuer à croître, bien sûr. Hein, et on a pour ambition d'augmenter de 40% d'ici 2030 notre production de GNL, hein, qui est aujourd'hui d'à peu près 17 millions de tonnes, et donc de passer à 25 à horizon 2030, avec un certain nombre de projets. Bon, vous avez certainement entendu parler du Qatar, NFE, NFS récemment, mais on regarde aussi des extensions de nos capacités d'exportation des États-Unis, enfin, les États-Unis, Mexique, hein, avec l'extension de Cameron et puis le projet Costa Azul au Mexique. Mais il y aura peut-être d'autres projets dans un avenir plus ou moins proche. Et puis, pour compléter, on a un projet en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a un projet au Nigeria, le train 7 Nigeria LNG. Et puis, on a un projet dont on parle un peu dans la presse pour des raisons malheureuses, qui est le projet du Mozambique, mais dont on espère qu'un jour, la situation sera suffisamment stable pour pouvoir démarrer le Mozambique. Merci. Fabrice Noëlan, je me tourne maintenant vers vous. Donc, EDF, donc à la base surtout un électricien, mais multi-énergie, on en parlera. Donc, justement, est-ce que vous pouvez nous faire une petite introduction sur le positionnement d'EDF sur le gaz et le GNL en particulier, et votre positionnement sur le shipping? Bon, notre positionnement sur le gaz, c'est pas l'ambition de devenir un gazier sur le long terme, mais c'est d'être présent à au juste niveau de responsabilité qui doit être le nôtre. Hein. En France, on consomme globalement dans le groupe, pour nos centrales et nos clients, à peu près 9 milliards de mètres cubes de gaz. C'est à peu près le volume qu'on va importer cette année à travers le terminal de Dunkerque. Donc on a une approche assez pondérée. On est présent de façon modeste sur la chaîne de valeur. On a beaucoup investi dans le GNL à travers le terminal de Dunkerque, dont on est le principal expéditeur. Et on a commencé à prendre des contrats d'approvisionnement et des navires pour acheminer le GNL vers nos marchés. Alors justement, quand vous parlez de navires et de contrats, il me semble que vous possédez des navires en propre, des nouvelles technologies de navires plus efficaces, avec une propulsion GNL. Est-ce que vous pouvez nous en parler et parler peut-être aussi des contrats long terme que vous avez passés récemment? Oui, alors on a un navire à l'heure actuelle, donc c'est un positionnement très récent, donc on a choisi un peu à contre-cycle d'investir dans 4 navires, un qui a déjà été livré, un qui sera livré l'année prochaine et 2 autres en 2025, qu'on a commandé il y a quelques années, à un prix
plus intéressants que les prix actuels, pour essayer d'avoir finalement une chaîne logistique intégrée qui nous permet d'aller chercher les contrats long terme qu'on a signés aux États-Unis avec Cheniere et Venture Global. Et ces navires, c'est des navires qu'on a commandés en 2018. Hein, c'est les 4 mêmes navires qui sont dotés d'une technologie GTT qui nous satisfait pleinement en termes de boil-off. Et donc les pertes de gaz, aujourd'hui, il faut voir que c'est presque aussi cher que l'affrètement du navire. Hein. Au prix actuel du gaz, toute l'évaporation du gaz, c'est extrêmement coûteux. Et donc c'est avec une propulsion gazière qui limite basse pression, qui limite les émissions de SOx, de NOx et de particules fines. Donc c'est aussi un positionnement délibéré de notre part pour aller vers ces technologies qui sont plus respectueuses de l'environnement. Et donc bon sens du timing, hein, comme le notait Olivier Hortin, de passer des commandes de navires en 2018 plutôt qu'en 2022. Sur les contrats long terme, je ne sais pas si vous pouvez en parler, nous dire voilà sur le temps, l'indexation. Les contrats long terme qui sont tous les 3 aux États-Unis et basés sur une indexation en RIHUB habituelle. Ce que je voudrais souligner, c'est que sur les 90 navires, presque qu'on va amener à Dunkerque cette année, la part de contrat long terme pour EDF, qui est un tout petit acteur, c'est à peine plus de 10%. Donc on a fait des efforts dès le début de l'année pour aller chercher bateau après bateau, acheter en spot, faire des efforts avec le terminal pour permettre de les faire arriver dans le bon timing. C'est pas toujours facile, on n'a que 51 heures pour arriver, mais pour arriver, décharger et repartir. Mais on y arrive. Enfin, je pense que toute la filière s'est mobilisée pour faire en sorte qu'on arrive à assurer cette sécurité d'approvisionnement. Et aujourd'hui, on est dans une situation, je pense, qui est absolument pas préoccupante au niveau français, peut-être pas au niveau européen, mais en tout cas au niveau français, on est vraiment extrêmement large, parce qu'on a tous nos terminaux qui ont été pleins, qui ont rempli tous les stocks, qui sont pleins pour les mois à venir. Je pense que l'ensemble des opérateurs a agi avec une grande responsabilité. On n'a pas gagné beaucoup d'argent. Quand on va acheter un cargo sur le marché, on le paye au prix de marché. Et moi, j'ai des cargos, je les ai achetés 500 millions de dollars, et à ce prix-là, j'ai même pas la coque du navire. J'ai juste la livraison, et je vais peut-être gagner quelques millièmes de la valeur du navire. En gérant des risques, je pense que l'ensemble des fournisseurs ont été face à une gestion de risque extrêmement compliquée pendant l'année. On a pris l'exemple, pendant une période de maintenance, en fait, nous, on doit gérer un prix du gaz qui, de temps en temps, avait des évolutions de plus 50%, et on ne peut pas les mettre. Alors, plus 50, à la limite, ça nous va. Quand c'est moins 50, ça arrive aussi, peut-être moins 30. Ça veut dire que la valeur de notre gaz, si j'ai 500 millions d'euros en stock, je perds 150 millions potentiellement en une semaine. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué, ça demande une gestion très fine et une collaboration de l'ensemble de la filière. Je pense que on peut être fier de ce que l'on a fait. Le système français, il avait été dimensionné pour faire face à une rupture d'approvisionnement russe. C'était quand même ça le dimensionnement de départ du système français. Et du coup, il a tenu, et même au-delà de ce dont on a besoin, ce qui nous permet de contribuer à l'approvisionnement de la Belgique, comme le dit Olivier, ou de l'Allemagne plus récemment avec l'ouverture des reverse flow vers l'Allemagne par GRTgaz. Alors, ce que vous nous disiez justement sur un cargo de GNL, c'est que ça comporte un certain nombre de risques, ça comporte un certain nombre de pertes, d'où l'intérêt de forcer l'efficacité justement pour éviter les fuites qui sont mauvaises pour l'environnement, mais également mauvaises pour le business, parce que c'est tout ça qui est plus dans le cargo. Et ce que vous nous disiez, c'est que voilà, un cargo à 500 millions d'euros, vous devez gérer un certain nombre de risques, donc vous avez un certain nombre de couvertures. Donc quand bien même vous l'achetez sur index américain et vous le vendez sur index européen, il y a tout un tas de risques à gérer entre temps, les fluctuations, les fuites et autres, qui font que voilà, c'est la raison pour laquelle une bonne partie des acteurs qui ont apporté du gaz, et même s'ils détenaient des contrats long terme,
s'ils étaient couverts à l'avance, n'ont pas bénéficié de la hausse spectaculaire des prix au niveau européen. Donc, je pense que tous les acteurs ne bénéficient pas. C'est pas parce qu'on importe du gaz des États-Unis vers l'Europe et que potentiellement il y a des marges extraordinaires que l'on peut voir sur les écrans, que les acteurs qui ont importé réellement le gaz en Europe ont gagné cet argent. Sur les émissions de CO2 et l'efficacité, je vous ferai parler Vincent et Jean-Noël. Ce qu'on se disait, Vincent, c'est que schématiquement, dans la chaîne de valeur du GNL, il y a 75% des émissions de CO2, c'est la molécule, et 25%, c'est le GNL à proprement parler, sa liquéfaction, son transport et sa regazéification. Comment est-ce qu'on force un petit peu l'efficacité et peut-être le captage de CO2 là-dessus pour diminuer les émissions de CO2 là où la filière GNL peut agir, c'est-à-dire hors molécule. On passera après sur la molécule. Sur l'ensemble du cycle de vie, vous avez raison, c'est de l'ordre de 25% du puits jusqu'à la regaz. Les émissions de CO2, on va dire des émissions de gaz à effet de serre, même en équivalent CO2, parce qu'il faut inclure le méthane dans ce calcul, et les émissions fugitives de méthane qui peuvent arriver soit au niveau de la production, soit au niveau du transport du gaz. Donc ça veut dire qu'il y a 25% sur lesquels l'industrie peut agir directement. Alors, au niveau de la production, il y a des choses qui peuvent être faites. On voit aux États-Unis, en agissant sur les différents composants de la chaîne amont, on a la possibilité de ramener l'intensité gaz à effet de serre des projets américains à des niveaux tout à fait acceptables, des niveaux de l'ordre de l'intensité qu'on peut connaître sur des usines comme Snøhvit en Norvège, par exemple. On assiste en fait à une grande disparité des intensités gaz à effet de serre des projets américains, mais pas seulement, sur la plupart des projets mondiaux. Ce qui rend difficile en fait l'évaluation de l'intensité du GNL en tant que tel. Voilà, de vous donner un chiffre de quelle est l'intensité CO2 du GNL, c'est très difficile aujourd'hui. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus, c'est pour ça qu'on travaille sur des méthodes, des guidelines de reporting et de vérification des émissions. L'an dernier, en tant que G2I GNL, on a publié un cadre de monitoring, de reporting et de vérification des émissions qui sert justement à encadrer les pratiques et à standardiser l'approche et notamment la méthodologie pour quantifier les émissions de la chaîne GNL. Peut-être que Jean-Noël dira un mot de ce qui peut être fait sur la chaîne au niveau de la liquéfaction. Il y a des choses comme l'électrification des processus de liquéfaction, par exemple. Au niveau du shipping, je sais que GTT travaille sur des solutions qui permettent de réduire aussi, d'optimiser plutôt le boil-off et de réduire les émissions. Les motoristes travaillent aussi à réduire ce qu'on appelle le methane slip, donc les émissions liées à la non-combustion du méthane dans les moteurs. Donc il y a tout un ensemble de choses qui peuvent être faites pour limiter l'intensité de ces 25% de la chaîne. Mais le next step, je dirais, en tant qu'industrie, c'est vraiment de travailler de concert aussi avec les consommateurs, avec les producteurs, pour arriver à réduire aussi les 75% restants au niveau de la combustion. Donc ça c'est aussi une part très importante du travail qui doit être faite, soit sous forme donc de capture du carbone au niveau de la combustion, soit sous forme de compensation carbone, qui est l'autre possibilité pour les émissions qui ne peuvent pas être évitées ou réduites. Jean-Noël, vous, votre point de vue là-dessus, sur comment est-ce qu'on réduit les émissions de CO2 sur cette partie-là de propre au GNL? Oui, non, bon, certains ont dit tout à l'heure, et nous on souscrit totalement à ça. L'avenir, c'est en bonne partie, des contrats long terme. Et pour arriver à lancer des projets long terme et convaincre tout le monde, il faut qu'on soit exemplaire. Et c'est notre devoir de réduire l'impact émission, l'impact carbone de toute la chaîne. Alors, on peut agir, Vincent a commencé à en parler, on peut agir dès le champ. Et effectivement, aux États-Unis, il y a même maintenant la mise en place de certificats qui classent les champs en fonction des plus vertueux ou moins vertueux en termes d'émissions. On peut travailler sur la liquéfaction.
au niveau d'utilisation d'électricité, tu l'as mentionné, et nous on travaille notamment sur les projets de Cameroun, mais aussi au Qatar et aussi en Australie sur le projet ICTIS, à électrifier de plus en plus la liquéfaction, y compris avec de l'électricité verte, avec du renouvelable, notamment en Australie, avec du solaire en Australie. On travaille aussi sur la capture et le stockage du CO2. On a un projet à Cameroun qui s'appelle Hackberry pour pouvoir capter et stocker le CO2 qui sera émis par l'extension, la phase 2 du projet de Cameroun. CO2 aussi qui serait stocké au Qatar. Et puis on travaille sur la chasse aux fuites de méthane. L'industrie a mis un petit peu de temps, mais maintenant on prend conscience qu'il est très très important de travailler sur les fuites de méthane. Voilà, donc sur la mesure, le reporting, et puis bien sûr la réduction de ces fuites de méthane. Et puis on travaille aussi sur le shipping. Philippe Berthe-Rentière en a un petit peu parlé tout à l'heure, sur l'optimisation des performances par l'utilisation du digital, et on a un projet chez Total Energy de suivi en temps réel des performances de nos navires pour pouvoir optimiser la consommation d'énergie et donc réduire au maximum les émissions sur des solutions telles que l'utilisation de l'électricité dans les ports, l'utilisation de batteries, la propulsion vélique, aussi l'utilisation de biofuel pour le soudage, et puis des systèmes tels que je ne sais pas trop comment on traduit ça en français, le Hull Air Lubrification, c'est-à-dire l'injection de bulles d'air sous la coque pour faciliter la pénétration du navire dans l'eau. Voilà, donc il y a tout un tas de solutions sur lesquelles il faut travailler. C'est un petit peu comme la transition énergétique, il n'y a pas une seule solution. Il y a tout un tas de moyens sur lesquels il faut travailler et qu'il faut essayer de mettre en œuvre pour rendre de plus en plus légitime notre industrie et garder notre droit à opérer. Merci. Le droit à opérer et la place effectivement dans toute cette transition vers la neutralité carbone. Et alors Nelly et Olivier, côté infrastructure, comment est-ce que vous voyez cette décarbonation? On en parlera plus dans la deuxième table ronde, mais je voulais quand même vous faire parler rapidement là-dessus sur voilà l'avenir des terminaux méthaniers en tant que hub multi-service. Comment est-ce que vous voyez cette décarbonation, sachant que on aura du bio-GNL qui sont finalement des molécules de méthane, donc ça devrait être facile. Mais après, il y a peut-être d'autres modules. Alors facile, je vous vois hocher la tête, donc très bien, je vous ferai réagir là-dessus. Mais il y a un petit peu de travail peut-être, mais on a aussi d'autres molécules qui vont arriver. On a le méthanol, l'ammoniac, peut-être l'hydrogène, à un horizon plus lointain. Du coup, comment est-ce que vous voyez votre rôle de terminaux dans cette trajectoire de décarbonation, donc avec les solutions d'efficacité, mais également avec les autres molécules et les autres services que peuvent apporter les terminaux. Je rebondis peut-être sur ce que disait Jean-Noël, enfin, les éléments là qui étaient poussés en avant. Je pense qu'il y a un premier point qui est de travailler sur la performance énergétique et la décarbonation du process. Il en va de notre crédibilité, on va dire, dans la chaîne gazière. Donc au niveau des émissions de CO2 bien évidemment, mais au niveau de l'ensemble des polluants et donc sur aussi nos impacts en termes de biodiversité, je pense qu'il y a un focus aujourd'hui qui est très important sur la partie CO2. Nous on est très sensible à la partie évidemment fuite de méthane potentiellement, et puis globalement tout notre impact potentiel sur la biodiversité. On est sur la façade maritime, on rejette de l'eau dans la mer, enfin voilà, il y a beaucoup de choses et je pense que c'est bien une vision globale pour être plus vertueux d'un point de vue impact environnemental. Et je pense que du coup, il y a un point qui me semble important par rapport à ça, et ça c'est en adéquation à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il y a un effort de transparence. La transparence aura beaucoup de vertus pour améliorer la crédibilité de la filière et pour vraiment travailler sur les bons sujets au bon niveau. Donc, je pense qu'il faut lever quelques verrous aussi qui sont encore peut-être existants mais qui s'affaiblissent. Donc ça, c'est le premier point et qui est vraiment de notre propre responsabilité immédiate sur les infrastructures que l'on gère. La deuxième partie, c'est contribuer au maximum à l'émergence du coup des gaz verts, des gaz renouvelables, des nouvelles molécules.
qui permettront en fait finalement de conserver un mix énergétique diversifié demain, tout en répondant à des objectifs de décarbonation. Donc le principe étant de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et qu'effectivement une voie tout électrique nous paraît pas forcément complètement réaliste. Donc il faut qu'on a une responsabilité pour essayer de faire en sorte que le gaz puisse avoir une place sous la forme d'un gaz renouvelable, gaz vert. Tout à l'heure, j'évoquais rapidement ce sujet bio-GNL, donc la liquéfaction du biométhane. Alors, en soi, il y a quelque chose qui est un peu simple, qui est ça peut passer dans nos infrastructures, voilà, très simplement, c'est totalement compatible. Je pense que la difficulté, elle est plutôt sur les intrants, sur la capacité de production du biométhane. Et on sent bien qu'il va y avoir voilà, des enjeux majeurs pour relever ce défi-là. Et notamment si le carburant maritime se développe, le souhait in fine, c'est d'avoir du bio-GNL, c'est pas d'avoir que du GNL. Donc ça, il faut qu'on arrive tous ensemble à trouver les solutions les plus optimales. Et puis après, il y a différents autres sujets, on va pas tous les aborder là. Je dirais qu'il y a un sujet sur lequel nous, on essaie de pousser pas mal, qui est effectivement de faire émerger cette filière de captation et de stockage ou de réutilisation du CO2. Je pense que c'est un sujet sur lequel on peut avoir un rôle à jouer très important au niveau des terminaux, parce que dès lors qu'on peut importer, potentiellement on peut exporter. Les solutions de stockage de CO2, elles vont pas forcément se situer en France, hein, voire même sur la plaque continentale européenne. Voilà. Par contre, il y a déjà des projets ou des stockages potentiels et existants fonctionnants, soit en mer du Nord, soit en Méditerranée. Et on a une implantation qui est en général dans des zones industrielles très fortes, très émettrices de CO2. Et donc, il y a des projets là qui avancent très vite et qui, du coup, nous font nous poser la question, nous, terminaux, de reconversion potentielle assez rapide. Donc, il rejoint juste notre première partie du débat de la sécurité d'approvisionnement. Certains peuvent considérer qu'on a un dimensionnement qui était large au niveau de la France. Je pense que c'est en oubliant un certain nombre d'aléas qu'on a sur la trajectoire qu'on a devant nous, que ce soit des aléas climatiques, des aléas de disponibilité du parc nucléaire, etc. Et si jamais on engage vraiment cette transition et qu'on convertit des capacités existantes, se repose la question du dimensionnement. Voilà. Merci. Alors, Olivier, vous, décarbonation biogénelle, pas si simple. Oui, non, ça nous parle, hein, tous ces sujets. Il y a différents horizons de temps. À court terme, je crois que ça a été dit, on se doit d'être exemplaire. Bon, on a un peu de chance sur Dunkerque. C'était un projet qui était respectueux de l'environnement dès sa conception. C'était une conception EDF. Hein, je tiens à le dire. On est connecté à la centrale nucléaire. On reçoit les eaux de refroidissement de la centrale nucléaire de Gravelines, qui est juste à côté. Donc, on peut regasifier le gaz sans aucune émission. Donc ça, c'est déjà un bon point de départ. Mais pour autant, on se doit d'être exemplaire. On est lancé actuellement, on a parlé des émissions fugitives, de détecter, je crois que c'est Jean-Noël qui parlait de détection des émissions fugitives, c'est en cours actuellement là, sur Dunkerque, pour voir ce qui existe et les réduire au maximum, avec des plans d'action. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, on croit beaucoup au développement du biométhane, ça c'est la filière gaz qui développe le biométhane, la FG en parle très souvent. Moi, je crois beaucoup à ça et je milite beaucoup pour le versant bio-GNL du biométhane. Voilà, dans les débouchés du biométhane, un des débouchés, c'est le bio-GNL qui permet de décarboner la filière du transport lourd qui est difficile par essence à décarboner. Le soûtage des bateaux et puis les camions. Donc, on croit beaucoup à ça, soit avec des liquéfactions, soit avec différentes choses, mais je pense... on échange beaucoup avec les autres terminaux et on croit vraiment beaucoup à ça. Et alors le deuxième volet à moyen terme, c'est le CO2. Il a échappé à personne que le CO2, il fallait faire quelque chose. On essaye de le réduire, on essaye de le transformer en carburant et puis ce qui reste, une des voies, c'est de le stocker en mer du Nord dans des réservoirs de pétrole déplétés ou des cavités salines. Et ça, c'est une technologie qui existe aujourd'hui. C'est faisable dès maintenant. Ça, tout le monde le fait. Et depuis quelques mois, quelques années, on voit un vrai développement dans tous les domaines. Et les terminaux méthaniers ont leur rôle à jouer pour tout ce que tu as dit, Nelly. Et puis, fondamentalement, ce qu'on sait faire, un terminal méthanier, c'est manipuler des liquides cryogéniques. Et le CO2, c'est un liquide cryogénique. Donc, voilà. Très clairement, on est là-dessus. Dunkerque, qui est un hub de CO2 qui rassemble tous les émetteurs
du port et autour et de la région des Hauts-de-France pour capturer, rassembler leur CO2 et faire ça, et on fait partie de cette initiative. Et encore à plus long terme, on commence effectivement à regarder des molécules plus exotiques. Je ne sais pas si ça sera l'ammoniac ou d'autres choses, mais on a vraiment un plan à long terme avec différentes échelles de temps et un rôle central des terminaux dans toute cette évolution. Merci à vous 5. Et justement, tout ce qui est bio-GNL à partir de biométhane, on en parlera tout à l'heure avec Martin Jean, qui a beaucoup chez Engie, Renewable Methane, qui a des projets là-dessus. On a explosé le timing, mais c'est pas grave, faut être flexible comme le GNL. Et je voudrais quand même laisser la place à une ou deux questions avant de prendre la pause. Oui, Patrick Corbin. Moi, j'ai une question, vous l'avez abordé tout à l'heure, sur l'augmentation de capacité d'importation de GNL. Et bravo pour ce que vous avez fait sur les terminaux. Mais ma vraie question, elle est pour un peu plus loin. C'est que augmenter les capacités des terminaux, c'est bien, mais il faut aussi augmenter les capacités de liquéfaction. Et je vois aujourd'hui un débat qui n'a pas abouti entre Européens et, je dirais, sociétés qui font de la liquéfaction, qui est certains veulent du court terme et l'autre veulent du long terme. Est-ce que ce débat va aboutir prochainement et quelle est votre opinion sur le sujet? Sinon, on risque, Européens, de passer un peu à côté parce que je pense que d'autres continents accepteront sans doute des clauses de long terme. Bon, je pense que la crise actuelle et la situation actuelle conduisent un certain nombre de responsables à réfléchir et à prendre conscience que les contrats à long terme, on l'a tous dit, je crois, doivent reprendre de l'importance. C'est vrai que quand on regardait il y a 2 ou 3 ans les ambitions de la Commission européenne en termes de consommation de gaz et donc de besoin d'importation, on pouvait s'inquiéter sur l'avenir. Mais je pense que le principe de réalité va, je pense, on verra, va rattraper tout le monde. Voilà. Les Américains, bon, qui sont quand même maintenant, les États-Unis sont devenus les premiers exportateurs mondiaux. Bon, peut-être que le Qatar va repasser devant d'ici 3 ou 4 ans, mais voilà. Il n'y a pas de projet spéculatif. C'est-à-dire que les projets sont lancés quand il y a suffisamment de volume contracté sur le long terme. Voilà, donc c'est la réalité, il me semble. Alors, le Qatar a fait un choix différent. Le Qatar a décidé de lancer avant d'avoir ses clients. Mais bon, ils ont une position, ils sont assis sur le plus grand champ gazier du monde, avec des productions de liquide, donc ils peuvent avoir du gaz pas cher du tout, et ils étaient suffisamment confiants dans leur capacité à vendre sur le long terme. Mais c'est, à mon avis, une spécificité. Fabrice, vous vouliez réagir, et puis après vous, Vincent, et après on fera la pause. Juste pour essayer de différencier un peu, on a beaucoup de déclarations politiques sur les contrats long terme. À la fin, ceux qui font venir le gaz en ce moment, c'est les importateurs, c'est les entreprises, et les entreprises sont parfaitement conscientes de ça. EDF s'est engagé à long terme sur des achats de gaz. Et je pense qu'il faut vraiment différencier les choses. Madame Ferrero-Waldner, à l'époque, commissaire européenne aux affaires extérieures, avait signé un magnifique contrat d'approvisionnement avec le Turkménistan il y a 15 ans. On n'en a toujours pas vu la moindre molécule. Laissons faire les entreprises, on arrivera à faire. Et s'il faut de la flexibilité pour ajuster les importations de gaz européennes, il n'y aura pas de problème parce que au fond, le GNL va être utile à l'échelle mondiale pour lutter contre le changement climatique. Donc, moi, je pense qu'il faut faire confiance aux entreprises et surtout laisser faire un fonctionnement global, mondial et économique. Et on peut dire que les contrats long terme que vous avez signés avec les États-Unis, c'est sur 20 ans, donc on est bien sur du long terme. C'est du long terme. Vincent, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter que ce principe de réalité, cette question de l'offre, elle ne se pose pas uniquement à long terme, elle se pose aussi déjà pour l'hiver prochain. Parce qu'on est en train de s'auto-congratuler sur les réussites pour passer l'hiver 2022-2023, mais l'an prochain, ce sera une toute autre histoire. Voilà. À plus long terme, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les acteurs qui signent des contrats long terme, c'est pas les Européens, d'accord, c'est les Chinois. Il y a eu encore il y a quelques jours un contrat de 4 millions de tonnes pour 27 ans signé entre Sinopec et le Qatar. Aujourd'hui, on n'a pas vu ce type de contrat au niveau européen pour des
raisons qu'on connaît et aussi pour les objectifs de neutralité carbone qui ont été affichés par la Commission européenne. Donc tant qu'on ne misera pas sur l'hydrogène bleu, à mon sens, on ne verra pas ce type de contrat parce qu'il y a une telle incertitude sur la demande qu'il n'y aura pas de nouveaux contrats de ce type signés. Il y en a eu. Il y a Engie qui a signé 2 contrats avec les États-Unis, contrat de 15 ans, si je ne me trompe pas. Mais il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, on leur interdisait de signer ce type de contrat long terme. Donc, il y a vraiment un effort à faire pour convaincre les politiques que ce type de contrats sont nécessaires. Sinon, les 150 millions de tonnes de projets en développement aux États-Unis actuellement, enfin qui ont tous les permis, mais qui ne sont pas encore financés, ne seront pas financés. Et cette offre risque de ne jamais arriver sur le marché mondial et donc de ne jamais arriver en Europe. Merci. Nelly pour la conclusion. Peut-être pas, mais juste en complément, c'est juste pour dire, et parce que c'est aussi ce que je souhaite pour nos collègues de Dunkerque, on a mis en vente, alors nous, des capacités court terme là, grâce à ces opérations d'optimisation technique pour 22, 23, 24. Nous avons également fait une grosse opération de commercialisation du terminal de Fos-Cavaour. On a mis 30 TWh à la commercialisation sur un horizon long terme. Bon, donc on n'était pas bien sûr effectivement de la capacité des acteurs à s'engager. Cette commercialisation a été un succès. Les 30 TWh ont été souscrits sur une durée de 15 ans. Et le fait que je voulais souligner, c'est qu'il y a eu plusieurs acteurs qui se sont manifestés et on a eu 2 fois plus de demandes que l'offre que nous avions et sur une durée qui dépassait les 10 ans. Donc je pense qu'effectivement, il faut faire confiance aux entreprises et aux acteurs de marché qui, eux, savent comment fonctionne l'industrie et qui prennent des positions aujourd'hui. Merci à vous 5 et merci à vous tous. Je vous propose qu'on fasse une pause et qu'on se retrouve ici autour de 11h15 pour continuer ces débats et parler plus spécifiquement de la décarbonation, des réglementations, voilà, et se projeter sur les nouvelles molécules. Vous pourrez poser des questions à nos intervenants également. Je rappelle François Barthélémy pour la commission GNL de l'AFG et profiter des photos de toutes ces infrastructures. À tout à l'heure, merci à tous.